Avertissement. Cette vidéo est réservée aux plus de 18 ans, car YouTube l'a mise en restriction récemment. Je la republie donc aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont passées à côté, alors je décide de vous la republier. En raison de cela, j'ai dû censurer plusieurs mots pour que vous puissiez la visionner. Le contenu présenté est un iceberg expositif. Vous avez dû déjà passer voir ce genre de choses sur YouTube. Je l'ai conceptualisé avec ma scripteuse Fleur Noire, et on l'a basé sur notre propre sensibilité et perception des thèmes abordés. Je vous encourage en commentaire à créer votre propre iceberg. J'irai prendre le temps de regarder vos listes d'affaires criminelles sordides, pour pourquoi pas, peut-être, les raconter un jour en iceberg sur ma chaîne YouTube. Nous avons choisi de placer les sujets les plus tranquilles au début et les plus horribles et inhumains à la fin. Merci de prendre en compte ces avertissements et bon visionnage. Alexis Treviso est une jeune fille de 19 ans tout à fait classique. Cheerleader dans son établissement scolaire, elle pratique donc le sport en parallèle de ses études et mène une vie plutôt équilibrée. Une jeune femme active et investie dans ses activités et sa scolarité. Le 27 janvier 2023, à 23h47, elle se présente à l'hôpital général d'Artesia et indique souffrir d'un fort mal de dos. Rapidement, à minuit 5, elle voit un analyste qui lui demande si elle est enceinte. Et effectivement, lorsque vous arrivez aux urgences, en tant que femme c'est souvent l'une des premières questions qui vous est posée par précaution par l'équipe médicale. Alexis répond donc que pas du tout, elle n'est pas enceinte et qu'elle en est même certaine, puisqu'elle est actuellement en période féminine, si vous voyez ce que je veux dire. Les médecins lui administrent donc des traitements antidouleurs assez puissants et font des tests, dont un test de grossesse. Il est maintenant minuit 28. Et environ 20 minutes suffisent pour le retour des résultats d'analyse qui contredisent étonnamment Alexis. Oui, elle est enceinte. À 1h39, alors que les traitements antidouleurs lui sont toujours administrés, la jeune femme prévient soudainement l'équipe qu'elle doit aller aux toilettes. On peut voir d'ailleurs sur les enregistrements vidéo du couloir de l'hôpital qu'elle s'y précipite. Elle y reste durant 18 longues minutes, soit jusqu'à 1h57. Jusqu'à ce que le personnel de l'hôpital ne commence à s'inquiéter, frappe à la porte et menace de l'ouvrir si elle ne sort pas. Alexis ressort des toilettes, retourne à sa chambre et de nouveaux personnages rentrent dans l'histoire. Devin, son petit ami, et sa mère Mélanie. Et un peu plus tard dans la soirée, un employé de l'établissement aperçoit des traces de sang près des toilettes. Bon, a priori nous sommes dans un établissement médical, il est donc possible que quelqu'un ait pu saigner en se rendant au WC. Une situation plutôt classique. L'équipe technique donc de nettoyage est alertée, l'agent de surface nettoie le sang, puis va chercher le sac poubelle pour le jeter. Et là, à sa grande surprise, le sac est beaucoup plus lourd que d'habitude. Alors l'employé, en charge de l'entretien, regarde à l'intérieur du sac et découvre, dissimulé sous quelques déchets, un autre sac qu'elle ouvre. L'horreur la submerge. Un nouveau-né, un petit garçon, inerte, est à l'intérieur. Et le passage suspect d'Alexis, quelques instants plus tôt, dans les mêmes toilettes, attire immédiatement des suspicions sur la jeune fille, d'autant plus que les analyses ont bien confirmé une grossesse. Informée de la macabre découverte par le docteur, devant sa propre mère, Alexis avoue oui, bel et bien, qu'elle a donné naissance à cet enfant. Mais elle insiste, elle ne savait pas qu'elle était enceinte avant que cela ne se produise, et selon elle, le nourrisson ne respirait plus déjà quand elle l'a mise au monde. Plus tard, l'avocat de l'accusé soutient que sa cliente ignorait réellement qu'elle était enceinte au moment d'accoucher dans les toilettes de l'hôpital. Mais pourtant c'est assez bizarre, car regardez bien cette vidéo, on la voit pourtant dans l'équipe des cheerleaders. Alexis est bien ronde à ce moment-là. On peut voir effectivement qu'elle est très ronde, ce qui est surprenant au vu des circonstances des résultats d'analyse, mais alors qu'elle était aussi assez sportive à ce moment-là. À sa sortie de l'hôpital, elle est autorisée alors à reprendre les cours. Mais les élèves de son campus affirment qu'elle savait être enceinte, et son école lui demande même de ne pas assister au bal de fin d'année. Et selon les témoignages de certains d'entre eux, elle aurait prévu d'appeler le bébé Alex. Cela se savait très clairement qu'elle avait un petit ami. Le petit ami en question, interrogé, confirme à l'officier que lui et Alexis sortaient ensemble depuis presque 2 ans. Et il évoque brièvement une partie de la douleur qu'elle ressentait, selon lui, ces derniers mois. Certains experts avancent que ce drame aurait pu survenir soit par peur d'Alexis face à la réaction de sa mère si elle apprenait qu'elle était enceinte, ou soit par un manque d'éducation à ce propos. Sa mère, elle, se montrera plutôt soutenante dans cette affaire, tout au moins en face des caméras et des journalistes. Pourtant, en dépit des témoignages qui vont dans le sens d'une connaissance de son état de grossesse, son avocat ne cesse de soutenir le contraire. Et il ajoute que le père de l'enfant non plus n'était pas au courant. Il affirme aussi avec sa cliente et pour sa défense que le bébé était déjà inerte à la naissance, jusqu'à ce que le rapport d'autopsie indique que l'enfant avait pourtant bien de l'air dans ses poumons avant de succomber à une hémorragie compatible avec une hypoxie, soit une diminution de la concentration d'oxygène dans le sang. Le 10 mai 2023, les forces de l'ordre mettent Alexis en état d'arrestation pour meurtre au premier degré, soit l'équivalent de l'homicide volontaire et pour aussi falsification de preuves. Souvenez-vous, elle avait menti.
devant les caméras et témoins dans sa chambre d'hôpital en affirmant que le bébé n'était pas né vivant. En août 2024, 2 mois seulement avant la rédaction de cette vidéo, le procès d'Alexis n'a toujours pas eu lieu, dites-vous encore. Principalement pour les raisons liées au non-respect des droits d'Alexis à l'hôpital. Les dates d'audience sont toujours discutées et en attendant son procès, Alexis bénéficie actuellement d'une possibilité de pouvoir aller à l'université. Où là encore, elle est marginalisée à cause de son acte et des étudiants font circuler une pétition pour qu'elle soit exclue carrément de son établissement. C'est barge. Il est probable que cet infanticide soit, pour la conscience de cette jeune fille, une condamnation, malheureusement, à vie. Lundi 25 février 2020, à 13h, près de Winter Park en Floride, Sarah Bowney, depuis son domicile, appelle le 911, le numéro de secours aux États-Unis. Elle signale que son compagnon George Torres est décédé. À l'arrivée des secours, le corps de l'homme est retrouvé dans une valise près de l'entrée de la maison. Rapidement interrogée par les forces de l'ordre, Sarah leur dit qu'ils s'amusaient tous les deux tout en buvant du vin la veille au soir. Une soirée normale en somme, puisque apparemment l'alcool fait partie de leur quotidien. Dans l'amusement, il leur est alors venu l'idée que cela puisse être drôle que George entre entièrement dans une valise, comme s'il voulait s'y cacher. Sarah affirme l'avoir aidé à relever le défi en l'enfermant dedans. Puis, fatiguée et nivrée, elle dit s'être ensuite rapidement évanouie sur le lit avant de se réveiller quelques heures plus tard, car son téléphone portable s'était mis à sonner. Reprenant ses esprits et consciente de la situation horrible, elle s'inquiète alors pour son compagnon, qui est probablement encore lui dans la valise. Avant d'appeler les secours, elle ouvre donc la valise et le trouve malheureusement inconscient. Ensuite, toujours avant d'appeler les secours, elle appelle son ex-mari qui se rend chez elle. Et là, elle découvre le corps inanimé et lui conseille cette fois d'appeler de l'aide d'urgence. Mais lorsque les secours arrivent, malheureusement, il est déjà trop tard. Près de l'entrée, la valise transporte son triste chargement. Il y a George dedans qui ne respire plus. Sarah est rapidement inculpée pour homicide involontaire au second degré, soit homicide involontaire non prémédité. Depuis sa prison, elle écrit une lettre à son avocat pour se plaindre de la gestion de son dossier et principalement de son mode de communication avec elle. Et ce n'est que le début. La meuf ne fatigue pas moins de 7 avocats dont elle se plaint, à tel point que tous les commis d'office choisis pour la représenter finissent par se retirer du dossier parce qu'ils n'en peuvent plus du tout d'elle. Elle va même aller traiter jusqu'à certains de ratés et de bouffons, ce qui, à chacune de ses plaintes envers les avocats, repousse encore plus le procès. Bon, finalement, elle perd son droit à être présentée par un commis d'office et finit par se présenter donc elle-même. Elle s'en fout complètement. Elle base alors sa défense sur la maltraitance conjugale dont elle dit avoir été victime par son mari. Défense pour laquelle il faut pouvoir être en mesure de prouver une certaine violence répétée et aggravée. Alors qu'elle, là, elle prouve rien, elle a rien du tout à montrer aux policiers. Le procès qui commence en avril 2022 montre une Sarah Bowney impassible. Mais sur son téléphone portable, analysé avec son consentement, l'enquête révèle 2 vidéos pour le moins effroyables, qui prouvent qu'elle n'est pas si innocente que ça. Sur une première vidéo, du 24 février 2020 à 20h20, on entend George crier le nom de sa petite amie pour sortir de la valise, hurlant qu'il ne pouvait plus respirer, poussant de l'intérieur pour tenter d'en sortir. Sarah. On peut se dire que cette seule vidéo suffit à témoigner de la culpabilité de Sarah dans le décès de son compagnon. Pourtant, un deuxième enregistrement, capté plus tard dans la soirée, soit à 23h12, montre une Sarah en train d'hurler de rire pendant que lui crie de terreur. Toujours dans la valise, qui est cette fois positionnée différemment, comme si elle avait été déplacée entre 2 prises. Sarah. Pour tout ce que tu m'as fait, c'est de ta faute. Tu vois maintenant ce que je ressens quand tu me trompes, c'est ce que tu fais quand tu m'étouffes. On peut entendre, oui, bel et bien Sarah dire ça à ce moment-là. Alors que lui, là, est à l'intérieur, dans ce funeste bagage, et pousse ses derniers souffles. Ce qui, a priori, ne contredit pas la défense de l'accusé, basée sur la violence conjugale, puisqu'on apprend qu'elle semblait ressentir une forme de détresse. Malgré tout, rendez-vous compte, de 20h20 à 23h12, George est resté enfermé dans la valise. Oui, il était là pendant 3 heures à attendre, et il s'est vu mourir. Sarah. À quel point faut-il se détester pour en arriver là en termes de couple? Ça doit être vraiment terrible. Pitié, séparez-vous quand vous êtes à ce point-là de tuer une personne, votre compagnon. Il faut vraiment partir de la relation.
Ça dégage quoi, vraiment c'est avant de faire ça quoi. Les preuves avancées au tribunal comprennent aussi des photos du corps présentant des contusions. Un œil au beurre noir, diverses échymoses et coupures sur la tête. Son dos et ses mains indiquant des impacts contondants sur le corps de la victime. Les rapports de l'autopsie, eux, relèvent que George avait de l'alcool dans son organisme au moment de son décès et avancent l'évidente conclusion d'une mort par asphyxie. Plus précisément d'une asphyxie positionnelle avec suffocation environnementale compatible avec un confinement prolongé. Donc en gros, il serait mort d'un décès dû à l'enfermement dans la valise. Quand les experts parlent de confinement prolongé, d'après les conclusions du médecin légiste, il s'agirait tout de même de plusieurs heures, minimum 11 heures dans la valise. C'est effroyable. Et il n'y a plus aucun doute quant à la culpabilité de Sarah Bone. D'autant plus que les deux tourtereaux n'étaient pas à leur premier coup d'essai de violence conjugale et étaient tous les deux connus de la justice, notamment pour le motif de coups et blessures. En 2018, il est inscrit dans le dossier de Sarah Bone une condamnation par coups et blessures par strangulation. Elle avait alors déclaré aux officiers à ce moment avoir voulu se défendre contre un George agressif qui l'aurait frappé de jalousie. Mais lui avait déclaré au contraire qu'elle s'était jetée sur lui pour l'étrangler et qu'il avait été contraint de le repousser à coups de pied pour l'en empêcher. Mais ils avaient pourtant tous les deux refusé de signer ces mesures d'éloignement mutuel ou de porter plainte l'un contre l'autre, et ont donc versé une caution avant que l'affaire ne soit finalement abandonnée, les officiers n'ayant jamais réussi réellement à trancher quant à qui avait réellement agressé l'autre. Pourtant, cette histoire présageait un véritable drame. En 2019, ensuite, c'est au tour de George d'être accusé à 3 reprises de coups et blessures. Sarah avait cette fois affirmé qu'il l'avait frappé à la tête, au visage, aux jambes et aux bras, et que lorsqu'elle avait supplié d'arrêter, il lui avait répondu ceci: « Tu vas mourir ». Voilà, c'est pour vous témoigner un petit peu le romantisme dans lequel ils semblaient tous les deux être terribles. Non, le néant quoi. Finalement, tout ça ne les a pas empêchés de s'aimer littéralement jusqu'à la mort, puisque voilà, 2 ans après cet incident, l'un d'entre eux expire son dernier souffle dans une valise. Le 27 février 1995, à 4 h du matin, les policiers du commissariat de Loussevienne, dans les Yvelines, reçoivent un appel d'aide provenant d'un pavillon du chemin des Gressets. Au bout de la ligne, un ado de 16 ans et demi est complètement affolé. « Venez vite, ils ont tué toute ma famille, ils sont tous morts !» Alexis Polevoy est le fils d'Eugène Polevoy, un riche homme d'affaires russe installé en France, qui a fait fortune dans le commerce de bois en Russie. En quelques heures, des dizaines de policiers, des médecins légistes et des pompiers investissent tout le pavillon. En arrivant dans la maison, au bord de la forêt de Marly, ils découvrent alors 6 cadavres qui jonchent le sol, tous de nationalité russe. Ceux d'Eugène Polevoy, le père d'Alexis, sa seconde femme Ludmila, ses grands-parents Fedor et Zinaïda Chalonov, ainsi qu'un couple d'amis, Olga et Slava Viatchav. Au total, 16 coups de feu ont été tirés dans le pavillon familial. À part Alexis, que la brigade d'intervention retrouve terrorisé, une seule personne a survécu miraculeusement au massacre. Natacha, 2 ans, sa demi-sœur, est retrouvée endormie à l'étage et dans son lit, recouvert d'une couverture, comme si on l'avait protégée de l'incident. Les 6 meurtres ont été commis avec une maîtrise et un sang-froid effrayant. Sur les 15 coups de feu, dites-vous, tirés successivement, un seul n'a pas atteint sa cible. Le passé du père d'Alexei, un russe qui aimait les armes au point de les collectionner, intéresse d'abord les enquêteurs et l'hypothèse d'une mafia russe est évoquée directement dans les journaux au lendemain même de la tuerie. Eugène Polevoy, richissime homme d'affaires, comptait parmi ses amis et associés de nombreux anciens du KGB, les services secrets. D'ailleurs, dites-vous, juste avant sa mort, terrorisé, il avait confié à ses amis être menacé par la mafia. Interrogé par les enquêteurs sur le déroulé de la soirée du drame, Alexis s'embrouille dans ses explications et parle de mystérieux tueurs. Mais la police, en perquisitionnant la scène du drame, retrouve des attaches de la montre brisée d'Alexis devant une porte de chambre où le grand-père s'était réfugié avant d'être abattu. Les soupçons alors se portent rapidement sur l'adolescent. Les analyses mettent également en évidence les empreintes digitales sur les 3 armes à feu et des traces de poudre sur les mains. Alexis est pris au piège et avoue rapidement. En garde à vue le jour même de la découverte du drame, il confie aux enquêteurs que son père le traitait plus bas que terre et l'humiliait en public. Et que la veille du drame, encore, le patriarche était rentré éméché avant de pousser à tabac son fils pour lui interdire de revoir sa petite amie. Mon père me traitait vraiment comme un chien. Alors Alexis l'a tué d'une balle dans la tête et toute la famille avec, à coups de
dans la tragique nuit du 26 février. C'était assez facile pour lui. Il lui suffisait simplement de se servir dans la collection d'armes de son père. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait. À 22h30 ce soir-là, avant de tuer son père d'une balle dans la tête. Puis sa belle-mère et le couple d'amis russes, présents avec eux. Et enfin les parents de sa belle-mère, qui ont pourtant tenté de se protéger et de se fermer dans la salle de bain avant qu'Alexis ne défonce soudainement la porte. Mais Alexis éprouve beaucoup d'affection pour la petite Natacha, de 2 ans à peine, et il décide alors de l'épargner. Après la tuerie, il dit qu'il a ensuite pris la carte bancaire de son père, emprunté la voiture automatique de sa belle-mère, laissant sa sœur seule dans la maison. Puis s'est rendu dans un bar privé UP, avenue Marceau à Paris, pour s'offrir les services sexuels des travailleuses du sexe. À son retour à Loussevienne, vers 3h30 du matin, il brise la porte-fenêtre du salon pour tenter de dissimuler son implication dans le drame, espérant ainsi attirer les enquêteurs sur la piste d'un crime crapuleux. Puis, il téléphone à la police et affirme avoir découvert le carnage. Tout le monde s'en tient aujourd'hui à cette évidence, pourtant cette histoire présente de nombreuses choses incohérentes. Certains détails clochent et beaucoup de questions restent sans réponse. D'une part, Alexis reviendra sur ses aveux en désignant un tueur russe, un mystérieux homme en noir qui aurait fait irruption dans le pavillon familial, qui aurait d'ailleurs massacré toute sa famille, sauf le patriarche, qu'il aurait demandé à Alexis d'abattre et de s'accuser, sous peine d'abattre encore 5 de ses proches. Il voit son père s'écrouler et l'intrusion d'un homme en noir, cagoulé, qui va tuer les gens qui se trouvent là, mais pas lui. Et cet homme en noir va lui demander d'achever son père, ce qui va expliquer pourquoi il a lui-même des résidus de tir sur les mains. Eugène, le père d'Alexis, aurait d'ailleurs reçu 3 jours avant sa mort la visite du Premier ministre russe et devait dîner le soir de sa mort avec 2 invités de marque français et un conseiller aussi du Premier ministre russe. Mais on l'aurait mystérieusement prévenu au téléphone de ne pas y aller. La résidence de la famille Polevoy a été curieusement visitée. D'abord, une première fois où des documents ont été répandus sur le sol. Puis, une seconde où ont été dérobés des équipements informatiques. Bon, alors là, sur le moment, les enquêteurs pensent que ces vols ne sont peut-être qu'une mise en scène dans le but de masquer les raisons réelles de cette infraction. Ou encore, pour les mettre sur une fausse piste. Enfin, la mort de Dimitri, l'oncle d'Alexis, relance l'hypothèse d'un crime de la mafia russe. Les Polevoy sont suspectés d'être en lien avec un trafic d'armes, mais aucune enquête de la part des polices russes et biélorusses n'a permis d'étayer cette thèse. Pourtant, le parquet de Moscou a proposé à ses monologues français en 1997 de leur transmettre des preuves qui, selon la justice russe, permettaient d'établir de façon certaine un lien entre le drame de Loussevienne et celui de Dimitri, en Biélorussie, 2 ans plus tard. Étrangement, ces preuves n'arriveront jamais jusqu'à la justice française. Dimitri, l'oncle d'Alexis, racontait aussi avoir découvert des comptes offshore, des trafics d'armes et peut-être même de stupéfiants. Et il avait un visa pour la France où il comptait apporter les preuves de l'innocence d'Alexis, avant de disparaître à son tour. Le procès du jeune Alexis Polevoy, presque condamné d'avance, s'ouvre devant la cour d'assises des mineurs de Versailles. Et alors que l'avocate générale réclame une peine de prison de 18 à 20 ans, la cour le condamne à 8 années de prison. Cette peine intermédiaire met en évidence la difficulté de la justice à trancher entre le règlement de compte mafieux et le drame familial. Alexis est donc emmené au quartier des mineurs de la maison d'arrêt Bois d'Arcy dans les Yvelines. Sa mère est évidemment effondrée et ses avocats se disent consternés devant une instruction qui n'a pas du tout été menée à son terme. Alexis, qui n'avait pas plus de 16 ans et demi lors de sa condamnation, a fêté ses 17 ans cette année-là au quartier des mineurs de la prison de Bois d'Arcy. Replié dans un silence studieux, l'adolescent ne peut plus parler de drame et reprend même ses études pour passer le bac de français. Il bénéficie d'une libération conditionnelle le 8 juillet 2000 après 5 ans et 5 mois de détention. Mais en 2022, il est condamné à nouveau dans un procès pour extension de fonds dans un contentieux lié à l'achat avorté d'une villa à Saint-Tropez où Polevoy exerce la profession d'agent immobilier. Saura-t-on du coup un jour s'il est l'auteur du drame de Loufeusienne? Seul l'avenir nous le dira. Dans la nuit du 16 au 17 février 2017, dans la rue d'Auteuil à Orvaux, les habitants dorment paisiblement sans savoir qu'un drame est en train de se dérouler, là, juste dans le voisinage. La semaine suivante, précisément le 23 février 2017, Hélène, une sœur de Brigitte Troidec, s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa sœur et du reste de la famille. Pascal, le mari de Brigitte et père de la famille Troidec, est un quinquagénaire employé à l'usine locale. Brigitte, la mère, quant à elle, du même âge que son mari, est fonctionnaire du Trésor public à Nantes. Ils sont installés à Orvaux depuis plus de 10 ans maintenant. La famille est décrite par le voisinage comme des gens réservés qui n'ont pas spécialement envie de nouer de relations avec les autres.
et ça se comprend. Quant à leurs enfants, Sébastien et Charlotte, ils ont respectivement 21 et 18 ans et sont étudiants. La dernière fois qu'Hélène a reçu des nouvelles, c'était le 16 février alors que la famille s'appelle très régulièrement et se rend aussi souvent visite. La situation est assez inhabituelle, alors elle décide d'appeler la police. Renseignée auprès des employeurs des parents qui affirment ne pas les avoir vus au travail non plus, les forces de l'ordre alors décident d'intervenir très vite. Une brigade se rend au domicile familial où, derrière les volets, restés ouverts, elle découvre des traces de sang au sol sur des objets personnels à l'étage, dans l'escalier et au rez-de-chaussée. Un téléphone portable est découvert avec ses oreillettes aussi maculées de sang. Dans les chambres, les enquêteurs constatent également l'absence de draps sur les lits. Mais alors pourtant, dans la salle de bain, les brosses à dents sont toujours là et les brosses à cheveux aussi. Le chauffage est coupé, mais étonnamment, du linge humide se trouve encore dans la machine à laver. Et dans la rue, les voitures de Pascal et Brigitte 3DEC sont stationnées comme d'habitude. Mais les policiers, étonnamment, ne trouvent pas la voiture du fils Sébastien. Son signalement est immédiatement diffusé à tous les commissariats. Même Ulysse, dites-vous, le chat de la famille, est laissé à lui-même et a trouvé refuge chez une voisine qui dit aux enquêteurs ceci. « Jamais il ne serait parti sans lui, il a toujours traîné par là, mais d'habitude, l'hiver, il reste au chaud chez lui. Mais là, il était affamé, ce n'était vraiment pas normal. » Une enquête criminelle pour homicide involontaire, enlèvement et séquestration est donc directement ouverte. Dans le voisinage, c'est la stupéfaction. L'affaire, bon, comme vous l'aurez deviné, connaît immédiatement un retentissement médiatique important du fait de sa proximité géographique et de ses similitudes avec l'affaire Dupont de Ligonnès. La maison de la famille 3DEC, au numéro 24 de la rue d'Auteuil, est évidemment perquisitionnée, le 27 février exactement 2017. Et c'est ce même jour qu'ils découvriront des autres traces de sang un peu partout dans la maison. Et il semble que quelqu'un ait cherché à les nettoyer. Les analyses ADN permettent d'identifier qu'il s'agit bien du sang de Pascal, Brigitte et Sébastien 3DEC. Mais celui de Charlotte paraît d'abord manquer à l'appel, avant que des traces minimes ne finissent par être révélées finalement par la suite. À ce stade, l'enquête ne peut exclure ni la piste d'un drame familial, ni l'intervention d'une tierce personne, selon les propres mots du procureur. Les circonstances entourant la commission des faits demeurent indéterminées et ne permettent pas de savoir si nous avons affaire à un drame familial ou à l'intervention d'une ou plusieurs personnes étrangères à la famille. Le 1er mars 2017, l'affaire rebondit, lorsque près de Dirinon, dans le Finistère, une joggeuse découvre par hasard un jean dans lequel se trouve une carte bancaire au nom de la famille 3DEC et la carte vitale mystérieusement de Charlotte. Quelques 260 km séparent Dirinon de Saint-Nazaire, mais une partie de leur famille, dont la sœur de Brigitte 3DEC, celle qui avait alerté les autorités mi-février, est domiciliée dans ce département, comme par hasard. Pascal et Brigitte y ont eux-mêmes résidé plusieurs années avant d'emménager à Orvaux. Les enquêteurs alors lancent des recherches sur les lieux de la découverte dans un périmètre qui s'étend à 7 km². Sur le coup, on y retrouvera aussi des plongeurs qui fouillent partout dans les étangs. À 500 mètres de la découverte de la joggeuse, un livre de jeunesse ayant appartenu à Pascal 3DEC ainsi que des draps sont retrouvés par les enquêteurs. L'enquête s'accélère de plus en plus lorsque le lendemain, le 2 mars, c'est la Peugeot 307 du fils Sébastien qui est retrouvée à Saint-Nazaire, garée parmi d'autres véhicules sur le parking d'une église dans un quartier proche du port à 55 km d'Orvaux. Ce sont bel et bien des gens comme nous, des riverains complètement lambda, qui ont repéré le véhicule et prévenu la police qui, lorsqu'elle arrive sur les lieux, découvre un véhicule nettoyé de fond en comble avant d'avoir été abandonné. Les soupçons alors des enquêteurs sur le fils s'accroissent et ils récoltent de nombreux témoignages qui le décrivent comme ayant une personnalité assez tourmentée et aussi surtout une grande fragilité psychologique. Il lui est lui-même d'ailleurs une fois arrivé de proférer des menaces de mort sur un blog en 2012, alors qu'il était scolarisé dans un lycée d'Orvaux et a aussi écopé, on apprendra ça, de travaux d'intérêt généraux. Pour une chose horrible, il avait fait du harcèlement sur un petit. Ouais, non, le mec, tu voyais bien qu'il avait un petit trouble. Sur des messages Twitter datant de 2013, le jeune homme ne semble pas qu'à en vouloir à ses camarades, mais aussi à son père. Hier, de 2h du mat à 20h, mon père gueulait, j'arrête pas de lui dire « ferme ta gueule ». Il continuait à brailler. Sur son compte Instagram, Sébastien se décrit lui-même avec la phrase suivante. On arrête d'avoir peur du monstre en dessous du lit lorsqu'on comprend que ce sont nous, les monstres. La piste d'un drame intrafamilial est alors privilégiée. L'affaire prend pourtant un tournant inattendu pour l'opinion publique, quand le 5 mars 2017, un certain Hubert Kawissin et sa compagne sont placés en garde à vue. Car les résultats d'analyse révèlent de l'ADN sur un verre retrouvé posé sur la table dans la cuisine de la famille 3DEC. Hubert, qui avait innocemment déclaré aux policiers quelques jours plus tôt n'avoir aucun contact avec la famille disparue. Bizarre. Très bizarre. Et l'ADN, oui, d'Hubert est bel et bien aussi retrouvé dans la voiture de Sébastien 3DEC. Alors là, l'étau se resserre autour de lui,
tout l'accuse finalement. Le 6 mars 2017, sous pression, Hubert Kawissin avoue et explique avoir tué les 4 membres de la famille à l'aide d'un pied de biche subtilisé à Pascal Troidec. Un héritage de pièces d'or non partagé en réalité l'a précipité dans la jalousie et la colère au point de venir espionner les Troidec chez eux, à Orvaux, jusqu'à ce que dans un élan de rage plus fort que les autres, la nuit du drame vers 22 h, il profite d'une porte ouverte pour entrer et se cache dans la buanderie. Après son crime entre le 17 et le 18 février, personne ne sait à ce moment-là que la famille n'est plus. Hubert Kawissin revient sur les lieux de son crime pour effacer les traces et déplacer les corps, accompagné d'ailleurs de sa propre compagne, Lydie, la sœur de Pascal Troidec. Avec ses preuves accablantes, il est mis en examen pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cas. Tandis que sa compagne, Lydie, elle, est mise aussi en examen pour modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres. En présence des suspects le 8 mars 2017, une reconstitution et des fouilles sont menées dans le Finistère, précisément dans la ferme d'Hubert où des restes humains mais aussi des bijoux et d'autres objets dérobés dans la maison du drame sont découverts. L'arme du crime, elle, en revanche, est introuvable, ainsi que les crânes des victimes. Les analyses ADN confirment que les restes humains appartiennent, oui les amis, bel et bien aux 4 membres de la famille le 21 mars. Et toutes les recherches donc sont stoppées. 3 mois après le drame, plus de 200 personnes assistent dans l'intimité et sous protection des forces de l'ordre aux obsèques de la famille Troidec le 19 mai 2017. Lydie Troidec, compagne du principal suspect, sœur de l'une des victimes, est remise en liberté. Elle est placée sous contrôle judiciaire le 5 juillet 2017 car la loi en fait interdit la détention provisoire de plus de 4 mois. Incarcéré en isolement à la maison d'arrêt de Nantes en 2018, Hubert Kawissin est auditionné à 2 reprises par le juge d'instruction. Et s'il exprime des regrets, sa version des faits n'évolue pas du tout. Et une expertise psychiatrique conclut donc à une altération du discernement. 2 ans après le drame, l'instruction continue et des zones d'ombre persistent. Le 7 juillet 2021, oui il y a beaucoup de dates, Hubert est reconnu coupable du quadruple meurtre de Pascal, Brigitte et Sébastien, et surtout Charlotte Troidec. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Lydie Troidec, sa compagne, est reconnue coupable de recel cadavre et de modification de la scène de crime et condamnée elle aussi à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. La famille Troidec, elle en revanche, n'aura jamais la chance d'avoir du sursis. 22 juillet 2015, 23 h 30, la police reçoit un appel en provenance du 709 Magnolia Court dans l'Oklahoma. La voix d'un jeune garçon demande de l'aide aux standardistes. En arrière-fond sonore, de l'agitation, des bruits, des cris se font entendre. Une voix masculine dit même bonjour, puis la ligne se coupe. Il ne fait aucun doute, là, il s'agit bien d'une véritable urgence. Les bornes téléphoniques permettent aux standardistes des secours de localiser l'adresse, heureusement, de la provenance de l'appel. Il s'agit de la maison de la famille Bever et personne ne répond lorsqu'ils tentent de rappeler. La situation ne ressemble pas à un canular, une équipe alors d'intervention menée par le caporal Léon Calhoun est donc très vite dépêchée sur les lieux de l'appel. Sur place, avant même d'entrer dans la demeure, les forces de l'ordre trouvent immédiatement des traces de sang sur le porche. Mais alors, que s'est-il passé les amis dans cette maison de Broken Arrow? Pourtant, la banlieue dans laquelle on a localisé l'appel était relativement paisible de base. Que s'est-il passé? Sur leur garde, ils frappent alors à la porte et demandent s'il y a quelqu'un. Et là, une petite voix faible leur répond à l'intérieur. Et ils n'hésitent donc pas du tout à enfoncer la porte. Crystal Bever, 13 ans, est retrouvée grièvement blessée par ce qui paraît être des coups de couteau et elle est recouverte de sang. Pendant qu'ils la mettent en sécurité hors de la maison, elle leur dit que son grand frère, Robert, l'a agressée. Puis elle est rapidement prise en charge après ça par les secours pour toutes les blessures qu'elle a sur le corps, qui sont vraiment, dites-vous, assez graves. Crystal survivra heureusement même si elle a la gorge tranchée et plein de coups au couteau au ventre et au bras. Les forces de l'ordre retournent ensuite à l'intérieur et trouvent cette fois le corps du petit Daniel, 12 ans, ainsi que 4 corps, les parents Bever, David, 52 ans, et April, 44 ans, mais aussi Christopher, 7 ans, et Victoria aussi, 5 ans. L'enquête ne déterminera jamais si c'est le petit Daniel ou bien son frère Christopher qui avait passé l'appel, avant de succomber. De nombreuses armes blanches, des couteaux, des machettes et des équipements de protection gisent dans le bain de sang, ici, dans la maison. Pourtant, la famille n'est pas au complet. Il manque Autumn, la petite dernière, mais aussi Robert et Michel, les 2 aînés. La petite Autumn est retrouvée indemne, au 2e étage. Mais lorsque sa sœur Crystal a été secourue, elle a accusé ses frères de les avoir attaqués.
La brigade d'intervention procède alors à un plan, ils se lancent rapidement à la recherche des deux aînés. Et là, ils vont remarquer des empreintes de pas dans l'arrière-cour, qui les conduisent directement à une zone boisée. Et là, à minuit 18 environ, les suspects sont retrouvés, cachés sous un buisson dans une zone boisée à proximité de la maison et appréhendés très facilement. Robert Bever, 18 ans, est retrouvé dans une situation des plus dégueulasses. Il est couvert de sang, couvert de boue et encore équipé d'un gilet de protection et armé surtout, ce qui est terrifiant là, d'un couteau. Ses cheveux sont ébouriffés, il y a de la saleté sur son visage, mais ses yeux, eux, sont terriblement calmes, comme s'il ne s'était rien passé du tout. Son frère, en revanche, Michael, 16 ans, est avec lui, aussi couvert de sang. Le caporal Callon, en charge de l'intervention, témoigne plus tard aux journalistes à propos de Robert, l'aîné. J'avais l'impression qu'il avait un sourire narquois sur le visage. Les deux fils aînés de la famille viennent pourtant d'assassiner 3 membres de leur fratrie, ainsi que leurs parents, dans un bain de sang démentiel. Et si vous trouvez que cela est déjà horrible, accrochez-vous car le pire reste encore à venir. Rapidement, ils avouent aux enquêteurs avoir planifié les meurtres et avoir même stocké leur plan sur une clé USB qui, effectivement, est retrouvée quelques temps plus tard dans la maison des Bever. Mais ils disent par contre ne pas avoir prévu que cela se termine en bain de sang dans leur propre maison. Ça, c'était pas du tout prévu. Comment ont-ils bien pu en arriver à un tel niveau d'horreur? Je n'ai vraiment pas de mots là pour décrire la situation. Brutalité, violence... À vous de me dire en commentaire, j'ai pas vraiment d'inspi là. L'Amérique est complètement sous le choc. Le lendemain du drame, les enquêteurs donc reviennent sur les lieux afin de recueillir le maximum de preuves pour la justice à l'encontre des 2 criminels. Ils retrouvent alors une hachette, un couteau, des fléchettes, une lame chirurgicale, des objets qui ont tous été utilisés en tant qu'armes, mais aussi des équipements de protection comme un gilet pare-balles, un protège-cou, un masque noir et des protège-tibias. La cohérence n'est pas tellement là, mais bon, pourquoi pas. Les enquêteurs récupèrent également des caméras sans fil, des ordinateurs et des téléphones portables. Et la fameuse clé USB qui contient leur plan pour le moins horrible. Et on a de la chance car les caméras de surveillance ont enregistré les meurtres car elles se situaient près de l'endroit où 3 des corps des victimes ont été retrouvés. Et la chose, moi, qui me terrifie le plus dans toute cette histoire, c'est bien ça. Les frères avaient prévu de faire 2 vidéos, l'une montrant les corps de leur famille destinés aux enquêteurs et aux procureurs, et l'autre sans les corps afin de pouvoir la diffuser en ligne. Comment peut-on s'inquiéter de ne pas montrer les corps dans une vidéo lorsqu'on vient soi-même de mettre fin à leur jour? Ça n'a aucun sens, c'est juste complètement dément. L'enquête de voisinage permet d'en découvrir un peu plus sur la famille d'ailleurs. Les voisins déclarent plusieurs fois qu'elle se démarquait des autres dans un quartier très soudé, car les Bever restaient assez isolés, discrets et très réservés. Les enfants jouaient seuls dans le jardin, se promenaient en groupe familial dans les rues du quartier, et les parents ne fréquentaient pas beaucoup les autres adultes. Ils faisaient d'ailleurs l'école à la maison. La famille venait de fonder une association à but non lucratif pour aider les parents de bébés prématurés. Il s'agissait d'une cause qui les touchait personnellement, puisque leur fille de 2 ans, Autumn, la seule à ne pas avoir été poignardée, est née prématurément. Crystal, la plus âgée des suivantes, témoigne aux enquêteurs entendre ses frères parler de tuer des gens depuis environ 1 an. Et qu'à ses fins, ils achetaient et stockaient des gilets pare-balles et des couteaux jusqu'à constituer une armada suffisante. Elle dit alors aux policiers qu'elle en avait pourtant parlé à ses parents, mais qu'eux ne voyaient pas cela comme un véritable problème, ni une menace, mais plutôt comme des garçons en quête d'attention. Très chelou la famille, hein, c'est le cas de le dire. Pourtant, voici ce qui s'est déroulé cette soirée du 22 janvier 2015. Crystal a d'abord été attirée par Robert dans sa chambre, où il l'a agressé au couteau. Puis, sur témoignage de Robert lui-même, après avoir tranché la gorge de sa petite sœur, il a poursuivi sa mère dans le couloir et l'a poignardée. Quant aux autopsies, elles démontrent la violence de l'attaque sur les autres membres aussi de la famille. Le père, David, est atteint par au moins 28 coups de couteau au torse, au visage, au cou, au bras et à la main gauche. Daniel, 12 ans, et Christopher, 10 ans, ont tous deux reçu 21 coups de couteau dans le dos, l'épaule et la poitrine. Quant à Victoria, 5 ans, elle succombe à 23 coups de couteau au cou, à la poitrine, au dos et au haut du bras. Robert déclare aussi à la police qu'il avait l'intention de couper la tête de leur petit frère survivant et de la petite dernière aussi, mais qu'il n'avait pas eu assez de temps avant l'arrivée de la police. En réalité, Robert, qui se relève être le cerveau de l'attaque, avait planifié d'assassiner leurs parents et leurs frères et sœurs avant de se rendre dans les zones peuplées en dehors de l'Oklahoma et tuer des gens en masse. Lui et son frère avaient prévu de démontrer les corps de leur famille et les placer dans plein de sacs de stockage et de les cacher dans le grenier de leur maison avant de voler la voiture familiale et de tirer au hasard chacun à plusieurs endroits sur des personnes pour les abattre. La police se tourne aussi vers les publications sur les réseaux sociaux
plus ou moins inquiétantes pour trouver des indices sur le mobile des adolescents. Robert Beaver apparaît avoir le profil d'un geek qui tient une chaîne YouTube sous le nom de Colt Empire, où il y parle, entre autres, de Minecraft et qu'il est aussi fan de Star Wars. Un profil assez classique, à vrai dire, de garçon de son âge, à un détail près. Car c'est sur cette chaîne qu'il prévoyait de diffuser la vidéo du massacre sans les corps, entre parenthèses. Il s'avère en réalité que Robert admire par-dessus tout les tueurs en série, au point où il désirait commettre une tuerie de masse qui surpasserait les plus grands massacres précédents aux USA. Il prônait une idéologie selon laquelle il y avait trop de gens dans le monde et que tuer plusieurs personnes était un acte divin. Bien plus profondément, ce qui intrigue fortement les enquêteurs, c'est aussi que Robert dit de ses parents qu'ils détestaient leurs enfants et qu'ils continuaient à en avoir seulement pour obtenir un avantage fiscal. L'environnement familial est donc aussi creusé et l'enquête relève une triste réalité. David, le père, était physiquement et psychologiquement violent envers ses enfants. Robert lui décrit à la police comment ses parents l'avaient battu, au point qu'une fois, quand il avait 13 ans, il se rappelait même avoir souhaité leur mort. Il décrit aussi aux enquêteurs comment son père, une fois, l'avait traîné dans les escaliers parce qu'il avait laissé seulement une lumière allumée. Sa mère, pour ça, l'avait giflé si fort qu'elle avait laissé une énorme trace. Robert avoue avoir donc trouvé un emploi dans un centre d'appel religieux pour gagner de l'argent, afin d'acheter quoi? Oui, des couteaux. Commandait aussi des gilets pare-balles, des casques, des balles et des armes à feu. Pendant plusieurs mois. Les frères étaient si armés qu'une caisse de munitions est même arrivée par livraison à leur domicile. La légalisation des armes à feu, bon, c'est la pire chose en vrai qu'on ait pu inventer. Grâce au travail des enquêteurs, les pièces à conviction collectées et les aveux de Robert, la justice détermine enfin qu'il y a suffisamment de preuves pour procéder à un procès. Ils sont tous les deux donc inculpés en tant qu'adultes, en vigueur avec la loi de l'État, accusés chacun de 5 chefs de meurtre au premier degré. Ils veulent plaider malgré l'évidence non coupable des accusations, soutenus par leur avocat, qui avance le fait que le cerveau d'un adolescent ne soit pas développé à son terme et sont eux-mêmes des victimes. Ils sont pourtant reconnus sans surprise coupables. Michael écope de 5 peines de prison consécutives, exempté de la peine de mort puisqu'il avait au moment des faits 16 ans. Robert, qui plaide finalement coupable, lui par contre est condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le 6 juillet 2016, il tente de se suicider en se pendant avec un drap de lit, mais il est sauvé par le personnel médical. Et il est actuellement là, à l'heure où je vous parle, détenu au centre correctionnel de Lexington. La demeure du 709 Malonia Court à Broken Arrow dans l'Oklahoma, où les meurtres ont eu lieu, est restée vacante bien après le travail des enquêteurs et des agents de nettoyage. De nombreux murs de la maison avaient dû être arrachés car une grande partie de la maison a été déclarée être une zone à risque biologique après tous les meurtres. Et on le comprend à vrai dire. Les agents immobiliers locaux ont témoigné que le bien avait également perdu énormément de valeur, normal, après les meurtres en raison de la stigmatisation liée au fait de vivre dans une maison au passé violent. En raison de l'apparence inquiétante de la maison et des similitudes entre les histoires, certains, y compris des voisins, l'ont surnommée la maison des horreurs, ou encore l'Amityville de Broken Arrow. Pour ceux qui ont la rêve, c'est assez fou. Devenue alors un lieu prisé du dark tourisme, elle est détruite dans un incendie en 2017. Mais alors, en 2019, un parc est inauguré dans lequel serpente un sentier jusqu'à une butte d'herbe où se trouvait autrefois la maison Beaver. Et qui sait, peut-être qu'en se promenant sur ce chemin commémoratif, vous pourriez peut-être, alors pour ceux qui croient au paranormal, croiser les âmes d'un des membres de la famille Beaver. Davin Allen Turpin et Louise Ann Robinette se marient en 1985 à Pittsburgh, dans l'état de la Virginie. Lui, 24 ans, est ingénieur en informatique et diplômé de la Virginia Tech après avoir obtenu son diplôme au lycée où il était déjà trésorier du club de la Bible. Il est aussi coprésident du club d'échecs et membre du club de sciences. Elle, Louise Robinette, fugue du domicile familial à 16 ans pour l'épouser. Et elle fuit un contexte familier pour le moins pervers. Selon une des sœurs Elisabeth, Louise, plus jeune sœur, et leur cousine Patricia avaient été abusées dans leur enfance par leur grand-père. Une autre sœur de Louise, Teresa, témoigne que leur mère a laissé un pédophile fortuné les abuser lorsqu'elles étaient enfants, en échange d'argent. Elisabeth décrit sa sœur Louise comme une personne obsédée par la sorcellerie, les rituels sataniques et le Ouija. Ensemble, David et Louise Turpin vont avoir plusieurs enfants. Et en 2010, ils quittent alors leur région pour s'installer au Texas. Mais là, fait inquiétant, après leur départ, des voisins visitent la propriété et y trouvent des excréments, des lits avec des cordes attachées aux barreaux et aussi plusieurs chats et chiens morts dans une caravane. Malheureusement pour les enfants Turpin à l'époque, ils ne font pas part de ces effroyables découvertes aux autorités. Dès 2011, le couple Turpin commence à alors avoir de sérieux problèmes d'argent.
avec une dette estimée à plusieurs centaines de milliers de dollars. Les enfants des Turpin, eux, sont scolarisés à domicile et Louise se déclare dans les documents administratifs comme mère au foyer. Avec les problèmes d'argent, ce qui était probablement déjà de la négligence envers les enfants devient de graves maltraitances là. Quand les parents estiment que les enfants doivent être punis, ils les attachent à leur lit avec des cordes d'abord, puis des chaînes cadenassées. Et malheureusement, plus le temps avance, plus les enfants sont enfermés, isolés et libérés de leur chambre uniquement pour aller aux toilettes. C'est absolument abominable. Un voisin prénommé Ricky témoigne avoir rarement vu la fratrie quitter la maison lorsque la famille vivait là d'ailleurs. Et le peu de temps d'ailleurs où il les aperçoit, les enfants semblent tout le temps pâles ou très mal nourris. Un autre voisin s'inquiète aussi de voir les enfants d'une pâleur effrayante, au point de rebaptiser la famille vampire. Les lumières, elles, sont toujours allumées dans la maison, mais les stores sont baissés. À Noël, 8 nouveaux vélos pour enfants apparaissent à l'extérieur, mais restent immobiles. Personne ne les utilise, jusqu'à ce qu'ils soient décolorés par le temps. La sœur de Louise, Teresa, se souvient d'ailleurs avoir vu ses nièces et neveux changer au cours d'appels vidéo, qui se faisaient d'ailleurs de plus en plus rares, jusqu'à un fameux jour où elle n'a plus du tout eu le droit de les appeler. Pendant des années, les amis, dites-vous, personne ne sait véritablement l'effroyable réalité. Le couple maintient ses enfants captifs à leur domicile. Les enfants n'ont le droit qu'à un bain par an et sont forcés de rester couchés 20 heures par jour. Et lorsqu'ils ne sont pas enchaînés, ils sont entravés dans différentes chambres et ont interdiction de jouer. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs souffrent même de lésions physiques et de déficiences mentales liées à ces privations cruelles et répétées. Jusqu'au 14 février 2018, où courageusement l'une des filles aînées de la famille Turpin, après 2 ans de préparatifs, réussit enfin à échapper à la surveillance machiavélique de ses géniteurs. À ce stade-là, on n'a même plus envie de dire là que ce sont ses parents. Ce sont devenus pour eux des géniteurs. Même si voilà, le mot géniteur paraît abominable. Et vers 6 h du matin, Jordan, âgé de 17 ans, s'échappe lui aussi discrètement par une fenêtre de la maison. Et avec un téléphone mobile désactivé, appelle la police directement en composant le 911. L'opératrice au téléphone envoie directement un officier de police à la rencontre de Jordan. Le policier d'ailleurs témoignera plus tard avoir d'abord cru qu'il s'agissait d'une enfant de 10 ans parce qu'il avait vu qu'elle était vraiment très frêle. Jordan lui tend alors des photos qu'elle a pris soin d'apporter avec elle et le policier découvre avec horreur ce qu'il se passe à l'intérieur de cette maison. Les clichés, oui, montrent bel et bien certains de ses frères et sœurs attachés et maltraités. Pendant qu'il reste avec elle pour s'assurer de sa sécurité, l'agent appelle des renforts qui arrivent aux alentours de 7h30 et pénètrent ce qui va rapidement être surnommé la maison de l'horreur. Ils frappent et Louise semble surpris de leur venue en ouvrant. En entrant, la brigade découvre 3 des enfants Turpin enchaînés à leur lit, sauf le plus jeune, dans des conditions extrêmes de saleté et de malnutrition. En plus de conditions d'hygiène déplorables, les enfants sont dans un état de malnutrition avancé au point où tous paraissent plus jeunes qu'ils ne le sont. Alors qu'en réalité, dites-vous que 7 d'entre eux sur les 12 sont déjà majeurs. Les parents, interrogés par les policiers sur la situation, sont incapables, eux, de donner une quelconque explication justifiant l'état de leurs enfants. Il faut dire qu'ils n'avaient peut-être pas le temps d'y réfléchir vraiment. On pense qu'ils étaient persuadés en fait que tout cela n'allait jamais leur tomber sur la gueule. Sauf que là, bah non. Le jour même de la découverte de l'horreur, David et Louise Turpin sont arrêtés pour suspicion de mise en danger d'enfants et actes de torture. Puis après ça, ils vont être détenus dans une prison du comté de Riverside, sous caution de plusieurs millions de dollars jusqu'à leur procès. Certaines sources d'ailleurs indiquent une caution fixée entre 9 et 12 millions de dollars pour chaque époux, tellement que l'on considère là qu'ils ne doivent surtout pas être remis en liberté avant même d'être jugés. Le calvaire des enfants Turpin est maintenant terminé. Pour le moins à l'intérieur de la maison, puisqu'on se doute que les séquelles physiques et psychologiques, elles, resteront malheureusement à vie. Les 6 enfants mineurs, âgés de 2 à 17 ans, sont admis à l'unité pédiatrique du centre médical du comté de Riverside. Quant aux plus grands d'entre eux, ils sont décrits par l'équipe médicale qui les prend en charge comme petits et sous-alimentés, mais assez stables psychologiquement et très amicaux. L'opinion publique, quand elle découvre l'horreur aux actualités, est sous le choc. Le docteur Bernard Gallagher, un expert universitaire en protection de l'enfance, déclare à propos du cas de la famille Turpin: « J'ai vu beaucoup de cas de négligence, où les enfants ne sont pas lavés ou nourris correctement. Mais les cas d'enfants torturés, où l'abus semble prémédité, sont très rares. » Même dites-vous les grands-parents paternels des enfants, James et Betty Turpin, qui vivent alors en Virginie occidentale, déclarent à la presse être surpris et choqués
par ces accusations. Ils disent certes ne pas avoir rendu visite à leur fils et leurs petits-enfants depuis 4 ou 5 ans, mais affirment parler à David 1 ou 2 fois par mois au téléphone et que rien de particulier ne les avait alertés. La police perquisitionne la propriété des Turpin le 17 janvier et emporte toutes les pièces à conviction qu'ils trouvent pour le procès. Ils sont extrêmement déterminés à faire condamner ces deux monstres. Le 12 janvier, le couple est accusé de 12 chefs d'accusation, dont ceux de torture, séquestration, violence et de maltraitance d'enfants. David Turpin, lui, est également accusé d'abus sexuels envers une de ses filles, âgée de moins de 14 ans. Le 19 avril 2019, le tribunal du comté de Riverside condamne David et Louise Turpin à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 25 ans. 4 de leurs enfants sont présents dans la salle d'audience durant le procès, mais 2 d'entre eux ne s'expriment que par l'intermédiaire de leur avocat, Jack Osborne. À la sentence du procès, une des filles s'exprime. « Mes parents m'ont volé ma vie, mais je l'ai récupérée. Ça a été dur, mais ça m'a rendue plus forte. » Et un des frères témoigne aussi de ce qu'il a vécu d'absolument immonde. « Je ne peux pas décrire ce que nous avons traversé en grandissant parfois. J'ai encore beaucoup de cauchemars liés à cette période, avec mes sœurs enchaînées par exemple. Mais tout ça, c'est du passé, et j'aime mes parents. Je leur pardonne. » En pleurs, les parents présentent en retour des excuses à leurs enfants, assurant avoir été animés par de bonnes intentions et ne jamais avoir voulu leur faire du mal. Face à ces excuses, évidemment tout le monde va remettre en doute leurs propos, évidemment c'est normal. Et alors que les parents sont incarcérés, les enfants, eux, sont libérés de la maison de l'horreur. Enfin, même si, malheureusement, encore une fois je le redis, mais certaines séquelles des sévices subis sont très lourdes et nécessitent un long et lourd suivi psychologique pour certains d'entre eux. Il manque aussi à certains des plus jeunes jusqu'aux bases rudimentaires des connaissances de la vie, comme par exemple savoir ce qu'est un policier. On peut ainsi alors se demander maintenant qui de la famille Turpin a réellement été condamné à perpétuité. Les parents ou les enfants qui vont avoir de grosses séquelles physiques. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez et on passe maintenant à la prochaine histoire. Carnaval du Portel dans le Pas-de-Calais, des centaines de milliers de personnes s'apprêtent à sortir déguisées dans les rues. Les sœurs Merlin, Peggy et Amélie sont amies avec les sœurs Ruffine, Audrey et Isabelle. Et les 4 jeunes filles décident de passer cette nuit ensemble du 11 février 1997 ensemble. Elles ont respectivement 20 ans et 17 ans pour les sœurs Merlin, 18 ans et 21 ans pour les sœurs Ruffine et forment une troupe composée d'une indienne, un mousquetaire, une marquise et un Pierrot. Elles ont prévu de se déplacer ce soir-là en autostop afin de profiter pleinement du carnaval, sans se douter une seule seconde qu'à partir de la nuit du 11 février au 12 février 1987, elles ne reviendront jamais chez elles vivantes. Le lendemain, alors que la fête se poursuit dans la commune voisine, Marie-Josée, la mère de Peggy et Amélie, doit aller les récupérer. Mais étrangement, elle n'a aucune nouvelle du groupe d'amis. Elle se rend tout de même au point de rendez-vous convenu, mais les filles ne sont pas là. Elles contactent alors Laure, la mère adoptive d'Audrey, et Isabelle. Ensemble, elles contactent aussi la police de Boulogne-sur-Mer, qui pense en premier lieu, en raison du profil des disparus, à une fugue. Jeunes en groupe, 2 d'entre elles sont des enfants adoptés. Alors il est probable, peut-être, aux yeux de la police, qu'elles aient voulu profiter de leur jeunesse. Pourquoi pas? Ça peut être une théorie possible. Face à la distance des mères, les enquêteurs alors ouvrent tout de même une enquête pour disparition inquiétante. Rapidement, un appel à témoins est lancé. Et si au départ les enquêteurs sont persuadés à 100% de les retrouver vivantes, le temps qui passe commence lui à les en dissuader. Les familles, déterminées eux aussi, organisent des recherches de leur côté. Ils font ça dès le surlendemain et recueillent des témoignages de festivaliers alentour. Un témoin affirme même, notamment, avoir aperçu, le soir en question, un fourgon blanc Peugeot qui les a apparus suspects le soir du drame. Et ce même fourgon d'ailleurs a été vu à plusieurs reprises le long du parcours du carnaval. Bizarre. Un couple qui l'a suivi en voiture et l'a aussi remarqué est intrigué par le manège car parfois le fourgon s'arrête et fait monter des jeunes qui font du stop pour rejoindre les différents lieux du carnaval ou rentrer chez eux après la fête. Juste avant de rentrer, ce couple voit d'ailleurs monter 4 personnes dont l'une d'entre elles est déguisée en mousquetaire rouge. Le 19 février, Laure, la mère d'Audrey et Isabelle, reçoit un appel anonyme dénonçant 2 frères, les frères Jourdain. Grâce à cette piste, les policiers interceptent 9 jours après la disparition des filles, Jean-Michel, 35 ans, et Jean-Louis Jourdain, 37 ans. Déjà condamnés dans le passé, ils terrorisent tout leur village. Dans le casier de l'un est inscrit une condamnation pour atteinte à la pudeur avec violence et meurtre, ainsi que 15 ans de réclusion criminelle pour le viol et le meurtre d'une jeune femme. Tandis que l'autre ne recense pas moins de 3 et a déjà été condamné à 10 ans de réclusion criminelle.
Oui, je pense que vous serez d'accord comme moi. Que font ces deux gars en liberté? Eh bien, ils bénéficiaient d'une libération anticipée de leur précédente peine. Et cela leur a tristement permis de devenir ce qui seront surnommés les frères siamois de l'horreur, ou encore les monstres boulonnais. Cela fait longtemps déjà que dans le voisinage, la famille Jourdain est considérée comme composée de marginaux. Élevés par Louis, maçon, et Jeanne Jourdain dans un environnement complètement asocial, ils vivent dans une maison délabrée située aux 42 rue du Stade. Et dites-vous qu'ils n'ont pas de salle de bain, ni de toilette, ils sont entassés à 10 dans 3 pièces. Marginaux et violents, les frères Jourdain sont le cauchemar de leur village. Ils n'ont ni certificat d'études, ni permis de conduire, et roulent toujours en mobilette, sans assurance. Ils vont à l'école aussi quand ça leur chante, et sont même reformés par l'armée. C'est-à-dire qu'à l'époque où le service militaire était obligatoire pour les jeunes hommes, même l'armée, dites-vous, n'a pas voulu d'eux. C'est terrible. On aurait peut-être pu prévoir un petit truc. Dans cette déchetterie dans laquelle ils vivent, on y découvre même des chèvres, des volailles et une bonne partie de chiens errants de la commune. Et quand le père, Louis, a bu un coup de trop, il bat ses enfants. Et après ça, il disposait, il allait dormir à l'étable ou dans le jardin, sur un tas de chiffons un peu dégueu. Du vol de jouets, il passe au vélo puis aux mobylettes avant d'apprendre à conduire des voitures pour aller braconner dans les champs en pleine nuit. Pendant que les frères sont interrogés par les enquêteurs, une brigade mène une perquisition dans la maison et permet de faire la découverte du fameux fourgon Peugeot qui a d'ailleurs été repeint en bleu, ainsi qu'une boucle d'oreille appartenant, devinez à qui, à Audrey Ruffin. Aucune trace exploitable contre les deux frères n'est et ne sera jamais découverte au cours de l'enquête, malheureusement. Le jeudi 20 février, à 7 h du matin, les deux frères sont finalement interpellés dans leurs appartements à Étaples et placés directement en garde à vue où ils ne lâchent rien et nient toute implication dans la disparition des 4 jeunes filles. Jusqu'à ce qu'un enquêteur, en face du frère cadet, Jean-Louis, ne fasse appel au sentiment du suspect et lui parle de sa propre petite sœur qui a été décédée. L'enquêteur dit à Jean-Louis qu'elle, au moins, a la chance d'avoir une sépulture, comme il se doit, que s'il ne dit pas malheureusement où sont les 4 filles, elles ne pourront jamais être inhumées dignement. Jean-Louis, atteint d'une légère déficience intellectuelle, craque et avoue tout. Il lâche enfin le morceau et dit aux enquêteurs que les corps se trouvent sur la plage de Sainte-Cécile, près du Touquet, à proximité d'un blocos allemand de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez-vous juste 2 secondes, vous êtes sur la plage ou en forêt, pour vous promener tranquillement avec votre copine, sans même savoir que vous passez peut-être près des restes humains d'un crime horrible. Le 21 février 1997, il retrouve enfin les corps des jeunes filles. L'accusé conduit l'équipe d'enquêteurs sur les lieux et les pompiers creusent à l'endroit indiqué, jusqu'à voir apparaître petit à petit un petit morceau de tissu rouge. Les filles sont tristement retrouvées, mises la tête en avant dans une fosse et ensevelies sous un mètre de sable. Il apparaît évident aux enquêteurs qu'elles ont été dévêtues et rhabillées à la hâte avec leurs costumes de carnaval, avant d'être tristement abandonnées dans ce trou. Les autopsies, elles, montrent des signes importants de violence sur Isabelle, et aussi des agressions sexuelles sur les 3 autres. Toutes ont été étranglées. Mais du sable, en revanche, est retrouvé dans les poumons de Peggy, et montre tristement qu'elle a été enterrée vivante. Elle était inconsciente, mais toujours en train de respirer. Interrogés, les frères disent les avoir enlevées ce soir-là, alors qu'elles faisaient de l'autostop, avant de les conduire sur la plage de Sainte-Cécile, dans un blocos où leur calvaire a commencé. Les 2 frères ont frappé les 4 jeunes filles avant d'en abuser 3 d'entre elles, puis toutes les battre jusqu'à leur dernier souffle. L'enquête ne permettra malheureusement pas d'établir la préméditation, mais l'achat du véhicule produit le jour avant le quadruple enlèvement laissait à soupçonner que les frères commençaient à élaborer un plan machiavélique pour le carnaval. Une jeune fille des environs confie aussi aux enquêteurs qu'un étrange conducteur d'une camionnette similaire l'avait suivi de façon suspecte quelques jours plus tôt. Le caractère barbare du crime et la sombre réputation de criminels récidivistes des frères font alors monter fortement la hargne de l'opinion publique au point où leur maison est même incendiée. Des manifestations sont organisées même cette année-là dans la commune où sont originaires les filles, réclamant la remise en place de la peine de mort. Après s'être rejeté la responsabilité du drame, sont finalement condamnés le 27 octobre 2000 à la réclusion criminelle pour enlèvement, séquestration, viol et assassinat. Christiane, l'ex-épouse de Jean-Michel, se déclare persuadée de sa culpabilité et aussi de Jean-Louis qu'il est un fou malin, laissant entendre que malgré son handicap mental, il sait très bien ce qu'il fait. Condamné en octobre 2000 à la réclusion criminelle à perpétuité, Jean-Louis Jourdain ne cesse pourtant de répéter ceci: « Je n'ai rien à dire ». Rejugé en appel, il n'apporte aucun nouvel élément et la peine est définitivement confirmée le 27 mars 2002. Jean-Louis Jourdain, incarcéré au centre pénitentiaire de Caen depuis 2003, meurt au CHU de cette ville. Il meurt d'une longue maladie à l'âge de 59 ans
en mars 2019. Quant à Jean-Michel Jourdain, considéré comme le meneur des deux, 22 ans après les faits, au centre pénitentiaire de Vendy-l'Éveil, près de Lens. Il écoute Johnny Hallyday, coupe des patates et fait des frites. Raconte un surveillant qui affirme que le détenu est une force de la nature, mais qu'il ne reconnaît toujours pas, encore une fois, avoir agressé et tué Amélie, Audrey et Isabelle ce soir de février 97. Si sa période de sûreté s'est achevée en 2019 et qu'il pourrait demander depuis cette date un emménagement de peine, il est encore très loin de pouvoir sortir de prison. Le juge d'application des peines qui libérera les frères Jourdain n'est pas encore juge et il n'est peut-être même pas encore né. Les victimes, elles, n'ont jamais été oubliées et un hommage leur a été même rendu en 2022 avec un lâcher de colombe hyper émouvant. C'était il y a un quart de siècle, mais ces filles restent dans les mémoires de tous les habitants du Portel. John Thomas Jamelski naît le 9 mai 1935 dans la région de DeWitt aux États-Unis et obtient son diplôme dans le lycée de Fayetteville en 1953. Âgé de 18 ans, il épouse en 1953 Dorothy Richmond, avec qui il aura 3 fils. Elle est instite et lui travaille pour différentes enseignes d'épicerie. Puis il effectue ensuite des petits emplois manuels comme homme à tout faire ou encore charpentier. Ils vivent assez modestement dans une petite maison au 7070 High Bridge Road à Fayetteville, à New York. Jamelski, qui avait convaincu son père en bourse, reçoit un héritage conséquent à la mort de celui-ci. Et en 2000, il est tout simplement millionnaire. Le mec a vraiment pas mal de chance. Il effectue aussi quelques investissements immobiliers de choix qui lui permettent de s'assurer un bon patrimoine. Mais bon, malgré sa richesse, malgré qu'il ait eu beaucoup d'argent, il vit modestement et a pour principale passion de collecter des bouteilles et des canettes pour les revendre comme consigne aux entreprises de recyclage. Cela lui fait un petit peu d'argent de poche pour ne pas toucher à ses millions. Tout semblait aller pour le mieux comme vous le voyez, jusqu'à ce que la femme de Jamelski, Dorothy, soit alitée à cause d'une maladie sérieuse en 1988. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il succombe lui aussi à une étrange maladie. Jamelski se transforme, oui, en monstre insoupçonné. Alors est-ce le fait que sa femme ne puisse plus partager avec lui de relations intimes qui le conduira à faire ce qu'il va faire? Pour l'instant, on n'a pas la réponse finalement à cette question. Clairement, avec la fortune qu'il a en ce moment, il peut décider d'aller voir autant de travailleuses du sexe qu'il le souhaite et qu'il ne peut pas probablement assouvir avec sa femme qui est gravement malade. Mais non, il ne fera pas ça. Là, ce qu'il projette est bien plus terrifiant. En octobre 1988, Jamelski, qui a alors 53 ans, enlève sa première victime, une jeune amérindienne de 14 ans. Il la contraint à sa volonté en la menaçant de s'en prendre à son frère. Il la garde captive dans un puits adjacent à la maison de sa mère, pratiquement tous les jours. 3 ans. Ce ne sont pas moins de 3 années que la pauvre fille passe dans ce puits, maltraitée, et lorsqu'elle a ses 17 ans, il la relâche. Elle est complètement effrayée, elle est terrorisée par les représailles, elle ne fait aucune tentative pour le dénoncer. Elle a beaucoup trop peur de lui. Impuni de son premier crime, il a alors une idée machiavélique qui prouve à elle seule que le gars est un criminel organisé, qu'il prémédite ses agressions. À partir d'un mur de son sous-sol, il entreprend de creuser d'abord un tunnel de 2,4 mètres de long, en prenant soin bien évidemment de pouvoir en dissimuler l'accès par une armoire de rangement. Ce tunnel mène à une porte verrouillée, puis une petite échelle à 3 échelons. Tout cela permet d'accéder à 1 mètre sous terre à l'extérieur de la maison, à un bunker en béton qui mesure 2,4 mètres de haut, 7,3 mètres de long et 3,6 mètres de large. Un petit espace restreint. Le mec s'est littéralement construit un putain de bunker et croyez-moi là, il ne s'agit pas du tout d'un abri anti-atomique. Non, quelque chose de bien pire. Finalement, il récidive aux alentours de mars 1995 et enlève cette fois-ci une jeune fugueuse latino de 14 ans. Et là, il lui fait croire qu'il a un colis pour elle afin de l'attirer dans son garage. Il referme la porte derrière la pauvre victime, elle est prise au piège. Sans le savoir, oui les amis, la jeune fille est entrée de son plein gré dans ce que Jamelski appelle désormais son donjon. Avant de la relâcher, il lui bande les yeux et la dépose chez sa mère en ayant bien pris soin de la menacer de représailles, elle et sa famille, si elle dit un seul mot. Un mode opératoire semble s'installer. Jamelski continue alors sa transformation en l'un des plus grands serial killers de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Malgré les menaces, cette fois, la victime a le courage de se rendre à la police avec une description de son agresseur bien précise. Mais malheureusement, en raison de son profil de fugueuse et de consommatrice de substances régulières, la crédibilité du récit de la victime est mise en doute. Et l'enquête est rapidement donc abandonnée. Pour la deuxième fois, Jamelski reste impuni. Et cela lui donne donc un sentiment de toute puissance qui le conduit à enlever une troisième victime.
Le 31 août 1997, il enlève une femme, une Vietnamienne de 53 ans réfugiée qui parle difficilement anglais. Dans la rue, il la force à monter dans sa voiture et l'emmène dans une maison abandonnée où il l'agresse plusieurs fois. Puis il la ligote avant de la conduire chez lui, où il continue à l'agresser chaque jour que dure sa captivité. Et un peu moins d'un an après, le 23 mai 1998, il la libère enfin à une station de bus avec 50 $ en poche pour qu'elle s'éloigne. Cette fois, encore, la victime se présente à la police. Et malgré le sentiment qu'elle éprouve de ne pas avoir été crue par la police, le sergent Thomas Connellan déclara plus tard qu'il avait enquêté sur toutes les pistes dont aucune n'avait alors abouti. Nous sommes pourtant à un triste total de 3 victimes, dont 2 qui se sont rendues aux autorités afin de dénoncer Jamelski, qui sévit maintenant depuis 10 années. Comble de l'horreur, pendant tout ce temps, rappelez-vous, sa femme est malade. Elle est alitée dans la maison et finit par mourir en 1999. Jamelski est plus que jamais libre donc maintenant pour assévir ses lugubres désirs. Plus personne ne peut le retenir. Le 11 mai 2001, il pleut. Et là, il aperçoit une jeune femme, blanche, qui marche dans le centre-ville et qui semble être sous l'effet de stupéfiants. Alors lui, il va en profiter. Il profite de la jeune femme de 26 ans et lui propose de la ramener, ce qu'elle accepte évidemment. Bien sûr, Jamelski n'entend pas la ramener chez elle, mais bien dans son bunker, où, sans surprise, il la retient captive et l'agresse quotidiennement, comme toutes les autres. Et si elle tente ne serait-ce qu'une seule fois de résister, il lui inflige alors des brûlures de cigares et bien entendu ne lui procure aucun soin, ce qui provoque tristement un abcès énorme dans le bas du dos de la jeune femme. Jamelski la manipule aussi psychologiquement, lui raconte qu'il fait partie en réalité d'un syndicat d'esclavage clandestin en complicité avec la police. Alors évidemment elle va y croire et ne va rien dire du coup à la police. Il va même jusqu'à lui montrer un faux badge qu'il a trouvé dans la rue 2 années plus tôt. Il lui dit qu'il est sous les ordres d'un certain patron qui l'oblige à faire ce qu'il fait. Et il lui dit que si elle se montre conciliante, les patrons la laisseront donc partir plus vite. Vous vous doutez bien, il n'y a pas du tout de patron, il n'existe pas, le patron, c'est bien lui. C'est bien lui qui décide si elle peut partir. La victime demande tout de même d'écrire à ses parents pour leur faire savoir qu'elle est en vie, et Jamelski étonnamment accepte. À condition par contre que la jeune femme dise à ses parents qu'elle est dans une clinique pour se faire soigner. En octobre 2002, Jamelski kidnappe ce qui sera sa dernière victime, une jeune afro-américaine de 16 ans, en fugue à Syracuse. Il reproduit le schéma, et depuis tant d'années maintenant durant lesquelles il commet ses crimes sans jamais être soupçonné, il se sent suffisamment en confiance pour emmener sa victime, le 3 avril 2003, à une soirée karaoké dans un bar du coin. La soirée se déroule sans véritables encombres pour lui, et le gars continue de prendre la confiance au point de l'emmener de nouveau en public pour aller à la déchetterie où il a pour habitude de revendre ses bouteilles vides. Mais cette fois, ça ne se passe pas du tout comme il l'avait prévu. La victime s'échappe de l'attention de son bourreau et trouve le moyen, depuis la déchetterie, d'appeler sa sœur aînée qui recompose le numéro de provenance de l'appel. Elle réussit à identifier ainsi la provenance de l'appel à l'aide de sa sœur, explique la situation à l'employé de la déchetterie et le persuade d'appeler le 911. À son tour, l'employé appelle son patron pour lui expliquer la situation et il s'avère que leur fidèle client de recyclage de bouteilles et canettes en tout genre, Jamelski, a kidnappé une femme pour l'agresser et qu'il est présent là avec elle dans son secteur. Le patron se rend alors sur place et attend la venue de Jamelski, qui arrive bien accompagné d'une femme. Et lorsqu'ils repartent de la déchetterie, le patron donc appelle enfin les forces de l'ordre qui interpellent directement ce monstre. Les perquisitions sont alors menées à son domicile et la police découvre avec effroi un environnement rempli d'objets sans valeur, presque des détritus quoi. On a des journaux, des magazines, des bouteilles de bière et des vieux papiers. Vraiment, c'est dégueulasse partout. Plus bas dans le sous-sol, derrière une étagère de rangement, les enquêteurs découvrent une porte en acier. Et là, lorsqu'ils l'ouvrent, un étrange tunnel est devant eux. Il faut le traverser à genoux pour être conduit à une porte en acier. Puis, devant eux se trouve une petite échelle qui permet de descendre en bas. Il y a quelque chose pour l'instant qu'on ne connaît pas. Enfin, du moins pas pour longtemps. Car très vite, ils vont enfin découvrir le sordide bunker dans lequel Jamelski enfermait ses victimes, son donjon, et révèle là au monde les conditions dans lesquelles il les maintenait. Des conditions tout simplement inhumaines. Le mur du bunker de l'horreur sont recouverts par des inscriptions, des phrases religieuses et des symboles de paix. Ce qui permettra d'ailleurs de relier formellement une des victimes à Jamelski quand elle témoignera des inscriptions qu'elle se souvient avoir vues. Mais aussi, à côté d'un crucifix sur la porte, il avait marqué « Paix à tous ceux qui entreront ici, haine, etc. » Et tout ça n'était pas avec de la couleur rouge. En plus de les séquestrer et de les agresser, ce qui est déjà doublement trop, Jamelski attachait ses victimes avec une chaîne reliée à leurs chevilles. Au centre de la pièce, une baignoire tachée sur une plateforme en bois surélevé était là, dans laquelle apparemment les victimes étaient obligées de se laver à l'aide d'un tuyau d'arrosage.
La baignoire, reliée à une plomberie, se vidait tout simplement sur le sol du donjon jusqu'à ce qu'elle s'évapore d'elle-même, générant humidité et moisissure. Une chaise en aluminium sans siège, placée au-dessus d'un seau, servait aux victimes de toilettes rudimentaires, ce qui avait pour conséquence d'humilier davantage les captives. Pour seul chauffage, dites-vous, il y avait simplement un tuyau en aluminium qui pompait l'air chaud du four de la maison et qui sortait de ce même trou. Il y avait aussi une série de calendriers qui couvraient une durée totale de 15 ans sur laquelle certaines dates étaient marquées des lettres B, S et T. Les enquêteurs découvrent alors plus tard qu'il s'agissait en réalité des lettres inscrites par les victimes qui devaient sûrement noter chaque date à laquelle elles étaient victimes, ou encore quand elles s'étaient lavées ou brossées les dents. La police trouve aussi plusieurs enregistrements vidéo où on peut y voir Jamelski danser, chanter, ainsi qu'une des victimes supplier les patrons de la laisser partir. Sauf qu'encore une fois, vous le savez, mais il n'y avait pas de patron quoi. C'était seulement Jamelski le patron. Au total, dans l'ordre chronologique et précisément, on dénombre dans les victimes de Jamelski une jeune fille de 14 ans qu'il a reconnue captive pendant environ 15 mois, une femme de 53 ans qu'il a détenue pendant près de 10 mois, une femme de 26 ans qu'il a détenue pendant environ 2 mois, une jeune fille de 16 ans qu'il a détenue pendant près de 6 mois, et certains d'entre vous l'auront peut-être déjà remarqué, mais toutes sont d'origine ethnique différente. Amérindienne, latino, vietnamienne, noire et blanche, Jamelski plaide coupable de 5 chefs d'accusation d'enlèvement au premier degré, même s'il affirme ne pas comprendre le mal qu'il a infligé à ses victimes, qu'il a voulu seulement passer du temps en leur compagnie et que même son avocat a dû expliquer que le fait d'enlever des femmes et de les garder dans un cachot constituait un enlèvement. Il écope donc une peine de prison à perpétuité avec 18 ans de sûreté. Et ce qui est assez effroyable en réalité dans tout ça, c'est qu'il a la possibilité, oui les amis, d'avoir une demande de libération conditionnelle. Ce qui signifie tout simplement que le mec peut demander à être remis dehors s'il respecte certains engagements. Non, c'est terrible pour les victimes. Actuellement incarcéré au centre correctionnel de Mohawk jusqu'à aujourd'hui et à 3 reprises, chacune de ces demandes de remise en liberté ont été toutes refusées. Une partie de son accord de justice prévoyait aussi que ses biens soient vendus et répartis entre ses victimes. C'est ainsi que la propriété de l'horreur est devenue la propriété de Ismael Wilson et Charles Bonner, soit respectivement un parent de l'une des victimes et un avocat pénaliste qui représentait l'une des victimes. La maison a été saisie par une banque qui l'a ensuite mise aux enchères avec une première offre fixée à 82 000 $, sans trouver aucun acheteur évidemment. Et on se doute bien que suite à une histoire pareille, la maison du couple Jamelski a eu de grandes difficultés à retrouver un propriétaire. C'est complètement logique. Et ce n'est qu'en février 2015 qu'elle est finalement vendue à un couple pour 54 900 $. Est-ce que vous, honnêtement en commentaire, vous achèteriez une maison pareille dans laquelle vous savez qu'il y a eu ces crimes odieux? J'attends votre réponse très honnêtement. Moi non perso. Dylan, 13 ans, est porté disparu le 19 novembre 2012, le lendemain de son arrivée chez son père pour passer les vacances de Thanksgiving. Aujourd'hui, âgé de 21 ans, Joseph, un ami de Dylan, raconte aux journalistes à quel point son ami d'enfance aurait pourtant aimé éviter son séjour chez son père, et cela depuis plusieurs mois maintenant. Et la situation semblait durer depuis plusieurs mois, car Dylan avait confié à son ami vouloir quitter le domicile de son père aussi rapidement que possible. Mais la décision judiciaire concernant la garde de Dylan par ses parents lui impose alors ses séjours chez son père et sa mère. Il peut même être, dites-vous, sanctionné s'il ne respecte pas les injonctions de garde partagée. Pourtant, elle-même est inquiète de laisser son fils, car elle voit très bien que quelque chose ne va pas du tout. Elle sent bien que les relations entre deux sont assez tendues. Lorsqu'il est signalé disparu, l'opinion s'interroge. Dylan aurait-il fait une fugue? La veille, le 18 novembre, Dylan arrive par avion, dans une région accidentée et montagneuse du sud-ouest du Colorado, et son père vient donc le chercher à l'aéroport. Puis après ça, ils vont manger au McDo avant d'aller faire quelques courses dans une enseigne de grande surface, Walmart pour les connaisseurs. Les images de surveillance de l'aéroport et du supermarché ne montrent pratiquement aucune interaction personnelle entre Redwin et son fils. Dylan demande alors à son père de pouvoir passer sa première nuit chez un ami, Ryan, mais le daron, il n'est pas content et refuse. Le jeune homme écrit alors à son ami et il prévoit alors de se voir le lendemain, le 19, donc au matin dès 6 h. Mais ce matin-là, Ryan ne voit pas arriver son ami. Les minutes passent, puis les heures, et ne le voyant toujours pas arriver, il s'inquiète, et donc il décide très vite d'écrire à Dylan pour le faire réagir. Mec, ton père te cherche, est-ce que ça va? L'enquête montrera plus tard qu'en réalité, le téléphone de l'adolescent s'est déjà arrêté depuis 22 h la veille, soit un laps de temps de 8 heures. Initialement déclaré comme disparu, les enquêteurs se tournent directement vers le père de Dylan, Mark Redwine. « 'Mark, ton père te cherche, est-ce que ça va? L'enquête montrera plus tard qu'en réalité, le téléphone de l'adolescent s'est déjà arrêté depuis 22 h la veille, soit un laps de temps de 8 heures. Initialement déclaré comme disparu, les enquêteurs se tournent directement vers le père de Dylan, Mark Redwine.
C'est lui qui a signalé la disparition de son garçon et il affirme aux enquêteurs qu'il a quitté sa maison ce matin-là pour faire quelques courses et qu'à son tour, son fils avait disparu soudainement, ne laissant derrière lui qu'un bol de céréales sur la table et la télévision allumée sur la chaîne Nickelodeon. Aussi interrogée par les enquêteurs, la factrice est incapable de dire si elle a bien vu le petit garçon ce matin-là. La mère de Dylan, elle, soupçonne immédiatement Redwine de ne pas dire toute la vérité sur la disparition de leur fils. Ce qui intrigue vraiment pas mal les enquêteurs. En priorité, après l'alerte de la disparition, c'est la raison pour laquelle surtout le jeune garçon et sa mère se méfient tant de Mark Redwine. Qu'a-t-il fait d'aussi horrible pour terroriser ainsi sa propre famille? C'est bizarre quand même. Dylan alors a-t-il fugué ou un terrible drame s'est-il déroulé ce soir-là? Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. En creusant la piste du drame familial, l'enquête révèle très vite la sombre vérité derrière Mark. Dylan est en colère contre son père, et oui, car l'année précédente, en 2011, lui et son frère Corey ont accidentellement découvert des photos infâmes et choquantes de leur père, sur lesquelles on peut y voir Mark Redwine avec de grossières perruques ainsi qu'une tenue féminine, recouvert de quoi vous allez me dire, d'excréments provenant d'une couche. Ouais, non, c'est dégueulasse. Et accrochez-vous bien, parce que sur certaines photos, on peut le voir en train de manger le contenu de la couche en question. Il mangeait de la merde, voilà. C'est terrible, le pire daron qu'on puisse avoir. Depuis leur sordide découverte, les garçons n'étaient pas retournés chez leur père et Dylan ne voulait pas lui rendre visite. Mais comme il était mineur, contrairement à Corey, il était contraint par les lois de la garde partagée. Avant de repartir, il avait justement dit à son frère qu'il était en colère et très mal à l'aise avec lui et qu'il avait aussi bien l'intention de le confronter lors de cette visite à Thanksgiving 2012. De son côté, Mark Redwine était au courant que ses fils avaient trouvé ses dossiers, puisque lors d'une dispute entre lui et Corey par SMS, celui-ci a dit à son père « Eh beauté, on est ce que l'on mange, regarde-toi dans le miroir ». Soit il disait à son père du coup qu'il était une merde. Ce qui a fortement contrarié le paternel au point de terroriser Dylan à l'idée de retourner en vacances forcées chez lui. Quand il a révélé à son père le 18 octobre 2022 avoir vu ses photos, Mark Redwine, à partir de là, est entré dans un excès de rage intense et va assassiner, oui, son propre fils. Une question subsiste pourtant, qu'est-il arrivé précisément à Dylan ce soir-là et où est son corps? Quelques jours après la disparition de Dylan, une autre ex-femme de Redwine témoigne aux enquêteurs avoir eu une conversation très troublante avec Mark, au cours de laquelle il avait déclaré que s'il devait se débarrasser d'un corps, il le laisserait dans les montagnes. Le 27 juin 2013, soit 8 mois après la fin du pauvre garçon, ses restes sont partiellement retrouvés sur Middle Mountain Road, à 13 km de la maison de Redwine. L'étau se resserre autour de Redwine, et la maison est perquisitionnée en août de la même année. La police détecte une odeur de cadavre humain à plusieurs endroits dans la maison. Ils aspergent donc le salon de luminol, le célèbre produit capable de révéler des fluides organiques, et découvrent la présence de sang, qui se relèvera aux analyses bien être celui de Dylan. Un chien pisteur confirme d'ailleurs la présence de restes humains dans le salon et sur les vêtements portés par Mark Redwine le jour de la disparition de son fils. Mais aussi, le chien permet de relever que le corps a été mis dans la machine à laver. Sérieusement, je n'ose même pas imaginer ce que Mark a fait subir à ce pauvre garçon et surtout à son corps. Il semble ne plus y avoir aucun doute sur la culpabilité de Mark Redwine dans la disparition et le meurtre évident de son fils de 13 ans. Étonnamment, alors que l'enquête est en cours, Mark Redwine et la mère de Dylan assistent ensemble à une émission nommée Dr. Phil, où ils s'accusent mutuellement devant les caméras et Redwine. Sur le plateau, Redwine refuse aussi un test polygraphique, ou en d'autres termes ce que l'on nomme à tort le détecteur de mensonges. En février 2014, c'est le véhicule personnel de Redwine qui est perquisitionné par la police et la même équipe de maître chien. Cette équipe-là indique la présence d'une odeur de cadavre dans plusieurs zones du camion. Le 1er novembre 2015, des randonneurs découvrent le crâne de Dylan Redwine sur la Middle Mountain Road, plus loin en amont de l'emplacement des restes déjà retrouvés en 2013. Selon les gardes forestiers, aucun animal connu dans la région n'est susceptible de transporter un corps sur une telle distance en haut de la montagne. C'est impossible. En plus de séparer le crâne du reste du corps à plus de 1 km de distance. Non, c'est impossible. Les analyses médico-légales permettent aussi enfin de savoir ce qu'il est précisément arrivé au petit Dylan ce soir fatidique. Le crâne présente une fracture au-dessus de son œil gauche et 2 marques indiquent aussi une probable agression au couteau aux alentours du décès. Mark Redwine est finalement arrêté et inculpé de meurtre au 2e degré et aussi pour maltraitance d'enfants. En 2021, après plusieurs reports d'audience liés aux restrictions de pandémie du Covid-19, il est finalement jugé 9 ans après le drame et Dylan aurait alors 22 ans cette année-là. Le 8 octobre 2021, Mark Redwine est condamné à la peine maximale de 48 ans de prison et le juge résume ses actes odieux en ces termes. Pourtant, Redwine semble ne rien regretter,
comme le décrit le procureur. Ellen Hall, la mère de Dylan, elle se déclare satisfaite du résultat. C'est la peine maximale que peut prononcer la justice. Il n'y aura jamais assez de temps pour faire le deuil de Dylan. Mais au moins, espérons-le, Mark ne sortira pas. Espérons qu'il mourra en prison. La dernière histoire, les amis, je l'ai découvert sur TikTok grâce à un vieux TikTok nul avec plusieurs slides où ça expliquait avec des petits emojis, voilà, un peu terrifiant l'histoire. Dans une vidéo d'ailleurs de Joyka, Feldub raconte l'histoire, je sais, et il n'ose même pas la décrire tellement qu'elle est horrible. Aujourd'hui, je vais la traiter avec le plus grand des respects et accrochez-vous car c'est la dernière histoire et c'est la plus horrible que je n'ai jamais vue de ma vie. Junko Furata est une ravissante jeune fille de 17 ans, née en 1971 à Misato, au Japon. Elle est studieuse, sérieuse et très peu absente à l'école, bien qu'elle travaille à temps partiel dans une usine 2 fois par semaine afin d'économiser un peu d'argent pour s'offrir un voyage en fin d'études. Elle vient aussi de recevoir une promesse d'embauche dans un magasin d'électronique pour un contrat après l'obtention de son diplôme au lycée et au retour de son voyage. Tout semble donc lui sourire dans sa vie. Et le 25 novembre 1988, à 20h30, Junko rentre du travail en vélo, comme à son habitude. Et par un lugubre hasard, 2 jeunes hommes, Hiroshi Miyano et Shinji Minato, rôdent aux alentours, dans le but précis d'enlever et de violer une jeune fille. Hiroshi, qui repère la jeune Junko, ordonne à son collègue de s'approcher d'elle en moto afin de la renverser. Son idée est de venir ensuite auprès d'elle, prétendre l'aider comme s'il n'avait rien à voir avec ça. Une fois que Junko est à terre, il s'approche, gagne sa confiance en disant vouloir la mettre à l'abri pour la soigner et l'emmène dans un entrepôt voisin. Mais il ne tarde pas du tout à révéler ses lucubres desseins. Hiroshi menace Junko en lui avouant faire partie du terrible gang des Yazuka. Et là, il se met à l'agresser. Et le pire, c'est qu'il ne compte pas du tout s'arrêter là. Après cela, il emmène Junko dans un hôtel dans lequel il l'agresse à nouveau avant d'appeler ses amis pour lui donner rendez-vous. À 3h du matin, le 26 novembre 1988, Hiroshi emmène de force Junko au parc où 3 autres garçons les rejoignent. Il fouille Junko et ses affaires, trouve ses papiers et la menace de s'en prendre à sa famille si elle tente de s'enfuir ou de prévenir quelqu'un. Loin de se raisonner de la laisser partir, ils décident ensemble de la séquestrer dans une chambre de la maison de Shinji où tous abusent alors de la pauvre Junko. En parallèle, les parents de Junko ont signalé sa disparition et les actualités en parlent. Mais les criminels ne se laissent pas intimider pour autant et forcent la pauvre Junko à appeler ses parents pour les rassurer et leur dire qu'elle est partie avec un certain ami. Qu'il ne faut pas du tout qu'ils s'inquiètent, évidemment, alors que c'est l'inverse de ça. Au Japon, il existe une véritable culture du départ volontaire des personnes qui se sentent assez déshonorées ou pas du tout à la hauteur de leurs proches. C'est très récurrent. Et cela aurait donc pu être possible qu'elle parte de son plein gré. Des recherches ne sont donc pas immédiatement mises en place par la police. À partir de ce jour, Junko Furata, enfermée dans une chambre chez Shinji, ne cesse d'être agressée par les garçons. Les uns après les autres, ils lui font vivre les pires tortures. Et des fois, il la laisse à disposition d'autres agresseurs. Elle tentera bien de s'enfuir à plusieurs reprises, mais toujours sans succès. Le pire, si vous en êtes ici encore les amis, c'est qu'il y a encore pire que ça. Les parents du jeune délinquant, chez qui la jeune fille est séquestrée, sont au courant de sa présence, mais ils ne font rien du tout, parce qu'ils craignent eux-mêmes les violences de leur propre fils, qui s'en prend régulièrement à eux aussi. Et Junko n'est pas seulement victime d'agressions sexuelles, mais aussi de torture. Elle est frappée à plusieurs reprises, au visage à coups de poing. Les garçons, ils mettent aussi de l'eau brûlante sur son visage, en plus d'être brûlée avec des cigarettes. Elle est forcée à boire de l'alcool et d'inhaler de la peinture diluée. Elle est aussi laissée dénudée sur un balcon en plein hiver ou encore forcée à dormir dans un congélateur. Mais cela ne s'arrête pas là. Le calvaire de la pauvre Junko est interminable. Il la suspend au plafond et l'utilise comme sac de frappe. Il la force aussi à manger des cafards vivants et boire sa propre urine. Il la force aussi à se masturber devant eux, à danser et à chanter des chansons en même temps qu'il la battent. Il lui insère aussi des objets divers dans les orifices, entre les jambes, dont une ampoule allumée et un feu d'artifice. Il lui brûle ses parties intimes avec des cigarettes et des briquets. Il lui arrache aussi le mamelon gauche avec des pinces et lui perce les seins avec des aiguilles à coudre. Lorsque Junko s'évanouit à cause de la douleur, il lui plonge la tête dans un seau d'eau afin de lui faire reprendre conscience et de pouvoir continuer leur monstrueux jeu. En raison de la gravité de ses blessures, elle perd finalement le contrôle de sa vessie et de ses intestins. Elle vomit toute l'eau qu'elle a dans son corps ou même sa nourriture. Elle se déshydrate d'ailleurs dangereusement, ce qui donne lieu à de nouvelles tortures encore une fois. Elle est affamée et interdite de se rendre aux toilettes.
elle est obligée d'uriner sur une paillasse de carton. Et bien entendu, ses bourreaux la lynchent lorsque les cartons sont mouillés. Début décembre, la jeune fille tente d'appeler le 911, mais il l'intercepte et l'empêche en prétextant une erreur à l'interlocuteur. Il la réprimande sévèrement. 2 d'entre eux la frappent au visage, pendant que le 3e lui brûle les mains et les pieds avec un briquet. Il l'incendie de nouveau après qu'elle soit prise de convulsions en pensant qu'elle simulait ses crises. Et aussi, ils vont lui introduire une grande bouteille dans son orifice, provoquant de graves saignements. Et tout ça, ils vont le faire en riant pendant qu'elle crie de douleur. Ses membres brûlés et les blessures de son visage finissent par s'infecter et dégager une infecte odeur de pu. Lorsque les garçons voient le visage de la fille si gonflé, ils continuent à rire en disant qu'ils ne peuvent pas dire où sont ses yeux et se moquent continuellement d'elle encore et de son apparence. Fin décembre, la jeune fille est affaiblie, meurtrie et affamée. Elle ne reçoit qu'un biberon de lait par jour, elle est soumise à la violence jour après jour. Elle n'a par ailleurs plus aucun attrait aux yeux des démons, puisqu'elle est déformée par la torture et dégage une forte odeur de pu et d'excréments. Il se détourne progressivement d'elle, allant jusqu'à kidnapper une autre jeune fille pour l'agresser. Mais contrairement à Junko, il la laisse repartir. 4 janvier 1989, le calvaire de Junko dure depuis déjà 44 jours. Et la torture ne va pas évidemment s'arrêter là, vous l'aurez deviné. Pour se défouler après avoir perdu une partie de mahjong, les garçons la battent pendant près de 2 heures avec une barre de fer et brûlent ses paupières avec de la cire chaude. Il la font se tenir debout et lui frappe les pieds avec un bâton, ce qui la fait chuter sur une chaîne stéréo et lui provoque des convulsions. Et comme elle saigne de manière abondante et que du pus s'échappe de ses brûlures infectées, les 4 garçons se couvrent alors les mains de sacs en plastique pour continuer encore de la battre. Puis il laisse tomber des haltères sur son ventre et recouvre son corps d'un liquide combustible avant de l'enflammer. Les meurtriers cherchent d'une façon de se débarrasser du corps de Junko Furuta sans se faire arrêter. Et Hiroshi repense à une histoire qu'il a lue dans un manga où il est question d'un corps coulé dans du béton. Et cela leur paraît être la solution idéale et raisonnable, puisque le lendemain, le 5 janvier, il vole un baril d'huile vide dans une déchetterie, emballe le corps de Junko dans un sac, le place dedans et y coule du béton. Hiroshi emprunte un camion à son ancien employeur, puis ils vont abandonner le corps dans un terrain vague à Koto où ils enterrent le bidon. Le baril contenant le corps de la pauvre Junko Furuta ne sera découvert qu'en mars 1989, soit presque 3 mois après son décès, mais on aura du mal à identifier le corps directement, en raison de ses nombreuses blessures qui la rendent méconnaissable. Le corps, qui mesure 165 cm, est accroupi dans un bidon d'un diamètre de 60 cm et d'une hauteur de 90 cm bourré de béton. Il faut beaucoup d'efforts pour briser le béton et au moment où ils aperçoivent le corps, certains enquêteurs se détournent face à l'horreur. Même les membres de la famille proche ne sont pas en mesure de l'identifier formellement tellement que le corps est décomposé. Un témoin d'ailleurs de la découverte décrit ceci. On aurait dit une personne mise en conserve. Sa peau avait changé de couleur parce qu'elle avait été frappée à coups de poing, à coups de pied aussi, et lynchée sur tout le corps. Tout était noir, sans parler de son visage. Malheureusement, aucun suspect n'est alors identifié pour cette horrible découverte. Mais la bande est arrêtée le 23 janvier 1989 pour le viol collectif de la femme de 19 ans qu'ils avaient enlevée en décembre après Junko. Et les garçons sont donc interrogés par la police. Lors d'une perquisition, le 22 mars, les policiers découvrent des sous-vêtements de femmes à leur adresse. Depuis, 3 des 4 auteurs ont récidivé et ont été de nouveau arrêtés. À l'issue du procès, les différents participants sont respectivement condamnés à 20 ans de prison pour le principal coupable, Hiroshi, et les autres entre 5 et 10 ans maximum. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je ne sais pas si des personnes seront encore là, restez jusqu'à la fin, c'est compliqué, c'est des histoires très lourdes psychologiquement à écouter, pour les personnes qui ont vécu des traumatismes encore plus j'imagine. J'aurais évidemment mis quelque chose en début de cette vidéo pour informer les gens que c'est des histoires très graves, j'espère que vous réussirez quand même bien à dormir, j'espère que vous avez quand même pu apprécier les premières histoires, les dernières impossible de les apprécier, je comprendrai les personnes qui seront parties avant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci encore de me suivre au quotidien, c'était Léo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une nouvelle histoire d'horreur, plusieurs histoires nouvelles comme ça d'horreur. N'hésitez pas à me dire aussi si ce format-là vous plaît, des histoires compilées où je raconte des trucs voilà, hyper glauques comme ça. Je vous laisse, je vous aime, passez une bonne nuit, ou du moins essayez de passer une bonne nuit. C'était Léo, et à plus. Si vous êtes comme moi fasciné par les faits divers, alors vous savez que certaines histoires vraies peuvent nous emmener jusqu'aux plus tortueux confins de la psychologie humaine la plus tourmentée. Certains homicides sont les conséquences d'accidents qui, pourtant tragiques, sont parfois assez cocasses. Mais parmi les crimes, on y découvre malheureusement et surtout des cas auxquels vous n'auriez jamais pensé.
Même en s'imaginant être auteur de fiction horrifique, il est parfois difficile d'envisager l'horreur réelle dont sont capables certaines personnes pour inspirer ces récits. Bien sûr, dans cette vidéo, nous porterons le plus grand des respects aux affaires, mais aussi aux victimes et aux proches des victimes. Pour être totalement transparent avec vous les amis, moi et Fleur Noire, ma scripteuse qui m'aide finalement sur toutes les vidéos de la chaîne, on était partis à la base sur l'idée de faire un iceberg. Mais la difficulté a très vite été de savoir sur quels critères peut-on établir qu'un meurtre est pire qu'un autre. S'il est facile cependant de pouvoir juger les actes de criminels comme plus ou moins cruels, plus ou moins barbares, considérant qu'il s'agit là surtout d'une façon de ne jamais oublier les victimes et de ne jamais oublier le pire qui a été fait. Alexis Treviso est une jeune fille de 19 ans tout à fait classique. Cheerleader dans son établissement scolaire, elle pratique donc le sport en parallèle de ses études et mène une vie plutôt équilibrée. Une jeune femme active et investie dans ses activités et sa scolarité. Le 27 janvier 2023, à 23h47, elle se présente à l'hôpital général d'Artesia et indique souffrir d'un fort mal de dos. Rapidement, à minuit 5, elle voit un analyste qui lui demande si elle est enceinte. Et effectivement, lorsque vous arrivez aux urgences, en tant que femme c'est souvent l'une des premières questions qui vous est posée par précaution par l'équipe médicale. Alexis répond donc que pas du tout, elle n'est pas enceinte et qu'elle en est même certaine, puisqu'elle est actuellement en période féminine, si vous voyez ce que je veux dire. Les médecins lui administrent donc des traitements antidouleurs assez puissants et font des tests, dont un test de grossesse. Il est maintenant minuit 28. Et environ 20 minutes suffisent pour le retour des résultats d'analyse qui contredisent étonnamment Alexis. Oui, elle est enceinte. À 1h39, alors que les traitements antidouleurs lui sont toujours administrés, la jeune femme prévient soudainement l'équipe qu'elle doit aller aux toilettes. On peut voir d'ailleurs sur les enregistrements vidéo du couloir de l'hôpital qu'elle s'y précipite. Elle y reste durant 18 longues minutes, soit jusqu'à 1h57. Jusqu'à ce que le personnel de l'hôpital ne commence à s'inquiéter, frappe à la porte et menace de l'ouvrir si elle ne sort pas. Alexis ressort des toilettes, retourne à sa chambre et de nouveaux personnages rentrent dans l'histoire. Devin, son petit ami, et sa mère Mélanie. Et un peu plus tard dans la soirée, un employé de l'établissement aperçoit des traces de sang près des toilettes. Bon, a priori nous sommes dans un établissement médical, il est donc possible que quelqu'un ait pu saigner en se rendant au WC. Une situation plutôt classique. L'équipe technique donc de nettoyage est alertée, l'agent de surface nettoie le sang, puis va chercher le sac poubelle pour le jeter. Et là, à sa grande surprise, le sac est beaucoup plus lourd que d'habitude. Alors l'employé, en charge de l'entretien, regarde à l'intérieur du sac et découvre